Je m'appelle Simone Villalta, je suis née à Hendaye, je suis une fille de douanier. Aujourd'hui, j'ai donc 91 ans passés. J'aimerais encore, comme je fais jusqu'à présent, inlassablement faire ce petit reportage pour que mon témoignage puisse arriver à produire des effets intéressants pour la jeunesse actuelle. Je m'appelle Angèle Peyrelongue, née Coué. Alors, je suis née le 17 décembre 1929 à Irun. Alors, je suis Visi Busto, hendayaise d'adoption, mais pratiquement presque de naissance. Je suis née à Irun et j'ai aujourd'hui 82 ans. Alors moi, je m'appelle Maïté Fagé, j'ai 86 ans, je suis née à Hendaye, vieille famille hendayaise, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici, au cours complémentaire, et voilà. Ensuite à l'école normale à Pau et j'étais enseignante. Je m'appelle Pierre Tillot, je suis le petit-fils de Léon Lanpouquet, qui a été maire d'Hendaye de 1925 à 1944, justement la période qui vous intéresse. Et je suis président actuellement de ROXA, le centre de recherche historique sur Hendaye, que nous avons créé avec Marcel Argoïti. On commence à s'intéresser à cette période le plus souvent à partir de 1936. Et c'est vrai que la guerre d'Espagne est allée de 1936 à 1939. Tout de suite après, quelques mois après, moins de 6 mois, la guerre d'Espagne se termine le 1er avril et la Seconde Guerre mondiale commence au mois de septembre. Donc vous voyez, hein, Hendaye n'a pas le temps de souffler. Et jusqu'en 1945, 1936, la guerre civile, Franco arrive et entame une guerre, un soulèvement, un coup d'État. Et 3 ans durant, il y a une guerre d'une sauvagerie que seules les guerres civiles peuvent générer, et toujours le concert de réfugiés, et plus particulièrement à la fin de la guerre, après la chute d'Iran, il y a eu de vagues successives qui sont arrivées par le train, qui sont arrivées à pied, qui sont arrivées en voiture, qui sont arrivées en barque depuis Fontarabie. Et finalement, on a eu à Hendaye 13 000 réfugiés qui se sont succédés dans quelques semaines, ce qui est énorme. Et là encore, Hendaye a su, d'une façon tout à fait fantastique, accueillir ces gens. Nous sommes partis, bien comme souvent les réfugiés, en laissant tout derrière nous. On est arrivés et nous étions une famille, les parents et 4 enfants. Oui, je me souviens d'avoir quitté Irun et traversé l'avenue de France, comme on l'appelait à l'époque. Et ça, je l'ai raconté, Maïté le sait, sur les épaules d'un milicien. Ils arrivaient, beaucoup allaient vers la gare, et beaucoup de Hendayais de ce quartier se présentaient à la gare et même jusqu'au pont. Et moi, j'ai vu mon père arriver avec des gens, accompagnant des gens. On les appelait les réfugiés. On les logeait, on mettait des matelas par terre, on partageait ce qu'on avait, ils restaient là. Moi, je me rappelle l'ambiance de l'école. Je peux vous raconter, par exemple, un fait, pour dire que quand même, cette guerre avait eu un effet sur les enfants. Dans la cour de récréation, nous jouions en 2 équipes. Il y avait l'équipe comme ça, et il y avait l'équipe comme ça. Moi, j'appelais l'équipe du poing et l'équipe du bras tendu. Alors, mon père me dit, et toi, qu'est-ce que tu as? Mais moi, je suis comme ça. Ah, mais c'est très bien. Alors, j'étais contente. Mon père m'a dit que c'était très bien. Moi, j'étais comme ça. Ça n'a pas duré des mois et des mois, hein, ce jeu. Mais c'est pour vous dire quand même qu'il y avait... Les enfants sentaient quelque chose. Et moi, je savais que ça, il ne fallait pas être comme ça, qu'il fallait être comme ça. Alors, on arrive en 1939, 1er avril 1939, c'est la fin de la guerre d'Espagne, et arrive
en septembre la Seconde Guerre mondiale. Finalement, eh bien, Hendaye n'a pas le temps de souffler. Et là, juin 40, donc là c'est l'invasion de la France, et finalement les Allemands arrivent le 25 juin 40, les Allemands arrivent à Hendaye. On a été perquisitionnés très souvent chez nous, parce que mon père faisait des tracts et il allait déporter. Il ne disait rien, mais on le voyait partir pendant ses heures de douane, non. Quand il était de repos, il nous disait qu'il allait au jardin, mais c'était pas vrai. Il faisait de la politique, quoi. Et il faisait de la résistance, quoi. Et j'avais demandé à mon père si je pouvais faire comme lui. Il m'avait dit que non. Et puis, à force il a cédé en me disant que c'était un travail très dangereux, mais que si j'étais capable. Je dis que oui, j'étais capable parce que je ne voulais pas voir l'ennemi chez nous. Et c'est là que je suis rentrée dans le groupe. Il m'a donné donc un travail que je devais rencontrer des gens, porter des cartes d'identité, des fausses cartes d'identité, etc., des plans de tous les endroits d'ici pour pouvoir qu'ils s'échappent. Et c'est ce qui a été fait. J'ai commencé, donc j'avais 18 ans passés et j'ai été arrêtée le 2 avril 1943 parce que j'ai été dénoncée par une personne que son fils avait traversé la frontière. Elle a eu la bêtise de le dire quand elle faisait la queue pour la nourriture. Elle a dit « Je suis satisfaite, mon fils a passé la frontière ». Elle a été arrêtée, elle a parlé. Mais elle ne me connaissait pas. Elle a parlé que c'était une fille d'Hendaye. Et ils ont cherché, ils m'ont trouvé, ils m'ont arrêté. Le 2 avril 1943. Il y a eu beaucoup de dénonciations. Il y a eu beaucoup de choses sales, moches. Je vous dis, mon mari, c'est cette bonne femme-là au restaurant Chocorona. Et puis les autres, c'était à peu près. On leur avait mis une étiquette de communiste sur le dos. Des gens qui devaient aller libérer, qui devaient rejoindre De Gaulle, ça suffisait. Hein? Eh bien, moi, mon père a été arrêté le 10 juin 1944, une rafle le 10 juin 1944. Ils étaient 9 ont été arrêtés là dans le. C'est la rafle où a été arrêté en même temps le maire, le secrétaire de mairie, le directeur d'école, deux prêtres. Ces arrestations sont faites dans celle-là, parce qu'attention, il y a eu 68 déportés en Hendaye quand même. Hein. J'étais là, la Gestapo est arrêtée. J'aime pas me rappeler de ça, c'est terrible. On a appris que, exactement, je ne me rappelle plus, c'était début juillet, ils sont partis à Dachau. Et vous, quand ils vous ont mis dans le train, qu'est-ce que vous avez pensé ? Rien du tout, parce qu'on ne savait pas, on partait à destination inconnue. Et c'était les gens on était une centaine. Il y avait beaucoup de personnes politisées qui se doutaient ce qu'on allait faire. Alors, notre arrivée à Ravensbrück, alors là, ça a été l'horreur. C'était au mois d'août. Quand nous sommes descendus du train, on a été accueillis par les Allemandes. Elles étaient très méchantes. Elles nous recevaient à coups de bâton, toujours la matraque et les chiens. On a été accueillis avec les chiens et les obstérines. Arrivés au camp, alors il fallait courir pour arriver jusqu'au camp. Courir pour ne pas être mordu par les chiens. On arrive donc au camp, et alors là, ils nous ont mis dans une salle et on a eu droit à l'épouillage. On nous coupe les cheveux. Moi, je me rappelle que j'avais des cheveux frisés, mais quand j'ai vu mes amis
rasé. Je dis, mon Dieu, si on est libre et qu'on est rasé. Moi, je voyais la coquetterie d'une jeune de mon âge. Vous avez quel âge? J'avais là 19 ans. 19 ans. Et j'ai supporté, alors de la salle de dépouillage, ils nous ont mis dans les salles de douche. Douche chaude, douche froide, douche chaude, douche froide. On avait la peau qui tirait, on avait dans un état lamentable. Et de là, ils nous ont habillés. Ils nous ont dépouillés entièrement. Je me rappelle que j'avais des bijoux de ma première communion, bon, ils les ont pris, bien sûr. Et ils nous ont dépouillés complètement. Et de là, ils nous ont donné des vêtements. Une robe, enfin une chemise longue, un pantalon long comme les vieilles grand-mères que j'ai connues, et une robe et la veste. Voilà ma veste. Or, l'écusson rouge correspond à politique. Le F, c'est française. Le numéro, c'est notre arrivée au camp. C'était notre identité. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de nous appeler par nos noms. On avait un numéro qu'il fallait savoir en allemand. Et chaque fois qu'on nous appelait, il fallait le dire en allemand. 66, 36. Ah ouais, 22 000, 66, 36. Voilà. Et de là, ils nous ont envoyés dans le baraquement. Ce bloc-là, on s'est retrouvés là, complètement perdus. On était démoralisés. Là, on a compris que très bien que, dans quel enfer nous étions. Et de là, ils nous ont envoyés dans des commandos. C'est-à-dire, ce n'était pas mieux que le camp, mais de ce commando-là, ils nous envoyaient travailler. Toutes sortes de travail. Moi, j'étais destinée pour aller travailler dans cette usine Siemens. C'était une usine qui préparait des pièces d'avion, des V1. 4h30 du matin, donc réveil, 5h l'appel. Alors on se lavait à l'eau. Pendant qu'il y en avait une qui se lavait, l'autre gardait ses vêtements. Parce qu'il y avait une histoire de troc, parce que si elle pouvait voler les vêtements, après on échangeait contre une part de pain. Alors donc, il y en a une qui gardait les vêtements pendant que l'autre se lavait. Enfin, comme les chats. Et nous n'avions donc ni dentifrice ni savon. Et alors de là, on allait à l'appel. L'appel durait très longtemps. Il y avait des moments atroces qu'il fallait se méfier, parce que l'existence de ces capots, elle était aussi dure quelquefois à supporter que celle des soldats nazis. Ils vous mouchardaient pour un bout de pain, pour n'importe quoi. Les capots, c'était les surveillants que les Allemands, ils avaient de la vista, comme on disait, qu'ils avaient désignés pour surveiller les autres, pour qu'on leur raconte tout ce qui se passait dans l'intimité de ces gens. Oui, mais il fallait vraiment se méfier. Ça, il l'a toujours dit. Ouais. Après, nous avions chacun notre destination. Les colonnes, par colonne, on partait 5 par 5. Moi, j'étais destinée pour aller travailler à l'usine. Et on partait. Quand on rentrait du travail, au bout de 12 heures de travail, parce qu'ils nous faisaient travailler 12 heures, avec une soupe le midi, une soupe si on veut dire, et le café le matin, c'était de l'ersatz, bien sûr. On avait droit à une part de pain pour 8 et une soupe. Et le soir, quand on rentrait au bout de 12 heures de travail, il y avait l'appel encore. Il y avait encore l'appel. Et après, donc, on rentrait dans le baraquement, dans le bloc qu'on appelait, et on se retrouvait entre nous. Alors là,
pour nous, c'était merveilleux parce qu'on pouvait parler entre nous, nous raconter notre journée pénible que nous avions eue. Et moi, je pense que j'ai été, pour ainsi dire, un peu favorisée par mes camarades parce qu'il y avait des personnes beaucoup plus âgées, à peu près l'âge de ma mère, qui m'ont pris en charge parce que j'étais jeune. Les vêtements qu'on nous donnait à notre arrivée, c'était des vêtements qui avaient appartenu aux personnes qui étaient décédées. Et ces vêtements, quand on les a gardés bien sûr sur nous, un jour que j'ai vu, je me suis gratté sous le bras et j'ai vu une bête et c'était des poux de corps. Nous étions bourrés de poux et bourrés de poux de corps. Là, j'ai pleuré. Et c'est là que mes camarades, qui étaient plus âgés que nous, qui me servaient de mère, il ne fallait pas pleurer. Nous allons être libérés bientôt. Nous allons être libérés. Et toujours, toujours, toujours la même chose. Elle nous entretenait avec l'idée de notre libération. Il y en a une qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Elle avait récupéré des papiers dans la cour dans les allées de la fabrique où on travaillait. Et c'est là, comme elle était reporter déjà avant la guerre, elle savait écrire, elle nous avait fait un petit poème à chacune. Alors c'est là que j'ai vu, pour mes 21 ans, elle m'avait fait un petit livre, une histoire qu'elle avait inventée, elle me l'avait racontée. Souffrir de la faim, c'est terrible. Souffrir de la soif. Boire à la neige, parce qu'on avait soif. Et le froid, parce que Ravensbrück se trouve dans un endroit où il fait des températures à moins de 30 degrés. Elle avait été surnommée la petite Sibérie, parce que ça se trouve presque sur la mer Baltique. Il fait très froid. Donc, vivre pendant 2 ans ce système-là, heureusement qu'il y avait cette solidarité, sinon nous ne pouvions pas tenir. Ils voulaient la main-d'œuvre, et si vous ne travailliez pas, c'était le vocamatoire. Et on était programmé pour 8 mois. On ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il fallait laisser la place pour les autres convois qui arrivaient. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans. Il n'y a qu'au cinéma que la guerre est rapide, parce qu'on n'a qu'1 heure et demie, et on doit tout montrer en 1 heure et demie. Donc, tandis que dans la réalité, il y a toujours un cordonnier pour réparer des chaussures, même lorsqu'Hendaye est occupé. Il y a un boucher qui a bien peu de viande à vendre, mais qui fait toujours son métier, qui essaie de... La vie continue. Quand les Allemands sont arrivés ici, au départ, les premiers, c'était la Dolce Vita pour eux. La Dolce Vita. Ils étaient dans les hôtels. Moi, je me rappelle, il y avait l'hôtel de Paris, c'était des femmes soldates, tu vois, les chrétiens, on les appelait les chrétiens. Sur les chaises longues, la plage, tout ça, tout 41. Ce qui fait que, quand Hitler est arrivé, que tous ces officiers, il fallait qu'ils aillent avec leur cheval là, ils ne s'occupaient plus de leurs chevaux, c'était les ordonnances. Et alors devant chez nous au magasin, un des officiers avait voulu monter sur son cheval, qu'il avait fichu par terre. Et nous étions contents. C'est incroyable, quoi. Par contre, là où nous habitions, nous, rue des Déportés, nous étions tout de suite à côté de la villa Laurent Bardot. Et les Allemands avaient réquisitionné tout, la maison, l'entrepôt en bas, et les 2 étages, le premier et le deuxième. Et là où il y avait l'entrepôt, c'était un lieu de détention. Il y avait des gens arrêtés, des résistants arrêtés. Et de chez nous, on entendait hurler. Et ils faisaient leurs interrogatoires là, et c'était l'horreur. Je me rappelle à Mathilde Laport, elle nous disait « N'allez pas maintenant par là, n'allez pas !» Ça nous impressionnait beaucoup. On entendait hurler. Il y avait une femme à la Gestapo
que nous appelions la Syrienne, ou la Panthère. On disait qu'elle était syrienne, j'en sais rien. Elle parlait un français impeccable. Et on a arrêté mon père le samedi. Et le lundi, elle est venue au magasin pour voir si on pleurait. Je vois arriver cette femme de la Gestapo. Elle rentre dans le magasin. Elle nous regarde. Elle tourne. Je viens voir ici si on pleure. Et elle sort. Et moi, j'avais dans les mains une carte d'alimentation. J'étais en train de couper un ticket, puisque vous savez, vous devez savoir, j'en sais rien, que par qui ticket, on avait droit au à de l'huile, je sais pas. Et j'ai tailladé la taille parce que tellement j'ai eu peur. Ça, je ne peux pas l'oublier. Je peux vous assurer que si j'avais eu cette femme en moi, en face de moi, après l'occupation, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Nous, on savait, on sentait des os calcinés toute la journée, quand on était à Ravensbrück. Parce que je n'ai pas resté très longtemps à Ravensbrück. Mais enfin, on sentait des os calcinés. Aussi, ils faisaient beaucoup comment dirais-je ça, d'expérience, les Allemands. Alors, il y avait beaucoup de gens qui avaient les jambes complètement ouvertes, ils faisaient des expériences sur les os, les muscles, etc. Et ces gens-là, par la suite, étaient destinés à passer au four crematoire. Mais enfin, ils ont fait des expériences à Ravensbrück. Vous, là-bas, vous étiez conscient qu'il y avait des gens qui allaient dans les fours crématoires et tout? Oui. Vous étiez... Oui, ça, on était conscient. Mais bien sûr, parce qu'il nous disait, si vous êtes malade, c'est ce qui a failli m'arriver. Ça a failli m'arriver. Je suis tombée malade. J'avais beaucoup de température. On m'a fait rentrer, ils appelaient ça le révire, c'était l'infirmerie. Et là, ça c'était au commando. Et quand le médecin c'était un Russe. Et tous les soirs, en sortant du travail, les camarades venaient me voir à l'infirmerie, au révire. Et bon, mais on n'avait rien. La température, c'est tout. Il n'y avait pas de traitement. Et quand un jour, une de mes camarades, la lettonne, Julia arrive et la médecin russe lui dit « Tu la connais? Oui, mais tu ferais mieux de la sortir tout de suite. » Parce que celle qui a été arrêtée, qu'on a été transportée hier soir, elle est partie au four crematoire. Celle-ci, elle ne durera pas longtemps. Et c'est là que Julia m'a fait sortir du révire et on m'a caché pendant 4 jours dans le camp parce que j'allais à l'appel le matin et le soir, mais j'étais cachée dans le camp pendant 4 jours. Parce que j'avais beaucoup de fièvre, et on n'a jamais su de quoi ça venait. Et après, j'étais obligée d'aller travailler, même pas bien, il fallait que j'aille travailler. Parce que sinon... Ben, c'était le four crematoire. Grâce à Julia, je me suis sortie de là. Oh, la famille Delvaille, mon Dieu. Ils ont été arrêtés en 43. 43. Non, 43, les 43. Delvaille, je crois. Le Ils sont lendemain. passés au crématoire en suivant. Tout de suite, oui, quand on voit Nos les pères sont passés au crématoire morts. Hein, c'est pas pareil, hein. Mais eux, je suis sûre qu'ils sont passés à la chambre à gaz en arrivant. Ce parcours-là a été pénible, bien sûr. Mais je peux vous dire une chose, après, quand les Allemands ont vu la situation comme elle se présentait, donc ils nous ont mis sur la marche de la mort. Ils nous ont mis sur la route et on a marché de nombre. D'après ce que j'ai su par la suite, parce que je ne le savais pas à l'époque, il y avait 43 kilomètres quand on a été libérés. Mais, alors on marchait nuit et jour, et il s'est avéré que moi j'étais très, très, très fatiguée. Et alors, il y en a une encore, des camarades très âgés, qui a pris l'initiative en disant, puisque chaque fois qu'il y en a une qui tombe, elle est tuée, donc maintenant ça sera le tour à Monette, parce que mon nom de guerre c'était Monette, ça sera son tour, donc il faut prendre une décision, et il faut s'évader.
On s'est évadés, toutes les deux. Elle avait la dysenterie. Et moi, j'étais épuisée, j'étais à fond de cale. Et c'est là qu'on s'est évadés. Et on entendait les chiens qui nous cherchaient. Les chiens qui cherchaient. Et nous, on est cachés dans une meule de foin, toutes les deux. Et le lendemain, on entendait parler, mais pas allemand, mais on entendait parler. C'était d'autres camarades qui s'étaient évadés, étrangères. Et finalement, on est resté dans cette meule de foin, on a mangé de l'herbe, on a mangé des graines d'oiseaux. On avait faim. Et c'est là, après, les autres camarades se sont évadés, et il y en a deux qui ont cherché pour voir où c'est que nous étions. Parce qu'elles savaient que nous étions pas bien toutes les deux. Et elles nous ont retrouvés, elles nous ont amenés là où elles étaient, et c'est là qu'on a eu droit à la libération par les Russes. C'est les Russes qui nous ont libérés. Et que parmi nous, il y avait une lettonne qui était mariée avec un Français, et cette lettonne, elle nous a servi d'interprète avec les Russes. Et c'est là quand on a été libérés, ils ont dit « Ne bougez pas, on va venir vous porter à manger ». Ils nous ont apporté à manger tous les jours. On était intransportables, ni les unes ni les autres, on ne pouvait pas faire un pas. Et c'est là que les Russes nous ont gardés quelque temps pour nous nourrir, pour pouvoir essayer de nous remettre en prêt dans le camp des Américains. J'ai été pesée, je pesais 30 kilos. J'allais faire mes 21 ans. Cette photo-là, c'est les prisonniers de guerre qui nous ont photographiés quand ils nous ont trouvés en Allemagne, à la Libération. Ils nous ont photographiés, et voilà, je me trouve là. On a su qu'ils ne reviendraient pas à la Libération. Comment on pouvait savoir qu'ils allaient, on ne vous prévenait pas quand ils mourraient. Ce n'est qu'à la Libération qu'on a su qu'ils ne mourraient pas. Parce que le père Filier est rentré et a dit, ben, ils ne reviendront pas. Un tel ne revient pas, un tel ne revient pas, un tel ne revient pas. Puis voilà, c'est comme ça qu'on a su. Et comme toi, on ne le croyait pas. On vous dit, ils sont morts, mais prouvez-le. Alors oui. Nous, on ne le croit pas. La mort n'est pas matérialisée. Non, c'est pas matérialisé. Voilà. Pas, et tu vois, tu as comme moi, et comme moi, tu as dû aller à l'arrivée des trains. Voilà, j'allais le dire. Quand les trains, il y avait un train par jour à l'époque, arrivaient, on voyait des prisonniers qui revenaient, des estéos. Et moi, j'allais tous les jours au train. Tous les jours. Je me dis, mon père va venir. J'attendais, je voyais arriver un prisonnier, 2 prisonniers. Ils venaient au compte-gouttes, ça arrivait au compte-gouttes. Et puis je revenais à la maison. Et les gens me disaient, où étais-tu, Maïté? Oh, je suis allée voir si papa était rentré. Et tout Hendaye savait que tous ces gens étaient morts et personne n'était venu nous le dire. Ce qui fait que moi, j'allais toujours à la gare voir si mon père arrivait. Et les gens qui me le demandaient savaient que mon père n'allait pas rentrer, me disaient rien. Et vous, aujourd'hui, vous avez des souvenirs de ces moments-là encore oui. Vous vous rappelez, vous étiez... Ah, oui. Et des cauchemars encore. Et des cauchemars. C'est pour ça que c'est un moment de mon histoire qui m'a marqué beaucoup. Je vous dis, de 36 à 45, pour moi, ça a été l'horreur. L'horreur. Je me souviens très bien, moi, de l'arrivée de Simone Vialta à Hendaye, quand elle est revenue du camp de déportation. Ah ben voilà, très amaigrie, parce que comme Maïté, ben moi aussi j'allais tous les jours à la gare quand il y avait des arrivées de déportés qui étaient annoncées. C'est comme ça que j'ai vu aussi revenir les compagnons de mon père, M. Azin en tout cas. Et quand je suis arrivée à la maison, j'avais le docteur qui m'attendait, une chance, c'était le docteur Rousset à l'époque. Et il a dit, laissez-la tranquille, je reviendrai la voir tous les jours. J'étais vraiment pas bien. Vraiment, j'ai eu du mal à récupérer. Et là, je peux dire une chose, que nous n'avons pas eu de suivi.
c'est ce que je dis et je répète, on n'a pas eu de suivi. Même maman n'a pas été aidée. Aucune aide. Alors ça, je peux vous dire, aucune aide. Aucune aide. Et même ma mère s'en est beaucoup vue pour avoir sa pension de veuve de guerre. Il y avait une association à Hendaye qui s'appelait les femmes françaises qui avaient cassé leur cagnotte. Elles nous avaient payé à 7 déportés d'Hendaye un séjour aux Aldudes, cette association. Et ça, oui. Et en rentrant, comme maman ne pouvait pas me nourrir, ma tante est revenue me chercher. Et je suis repartie vivre à Paris chez ma tante. On a tué nos pères. On a bouleversé la vie de nos mères et nos viennes. Inlassablement, je continuerai, tant que je pourrai, à témoigner, parce que je ne veux pas, c'est ce que je dis et je le répète, qu'à l'époque actuelle, avec tout ce qui se passe maintenant, je voudrais que les gens soient vigilants. Oui, j'ai peur, parce que je pense que la jeunesse actuelle, il faut la préparer. Il ne faut pas être inconscient. Non, moi, quand je vois toutes ces horreurs partout, ça me rend malade. Mais il y a des gens bien. Moi, je me souviendrai toujours de cette période de l'exode des républicains espagnols. Il y a eu un élan de solidarité, là, vous voyez. Il faut que les jeunes sachent que ça a été terrible, ça. Il faut qu'ils fassent attention maintenant à tous ces mouvements d'extrême droite qu'il y a, c'est très mauvais. Contre les migrants, contre les juifs, contre les arabes, contre ceci, contre cela, c'est très mauvais, très mauvais. Je suis très révoltée parce que moi je dis qu'en 1936, j'étais une maghrébine, j'étais l'équivalent d'une maghrébine. Alors on me dit oui, mais toi c'est différent, tu étais européenne, tu étais voilà, chrétienne. c'est on vous dit ça maintenant. Tu étais catholique, ou tu étais chrétienne, tu étais... Oui, oui. Mais non, c'est la même situation. C'est très mauvais d'être contre quelque chose, contre les arabes. Alors, c'est plus les juifs, c'est ça les musulmans maintenant. Et que mon témoignage puisse servir à quelque chose. Parce qu'il faut être vigilant. Plus jamais ça. Le parcours que j'ai fait, je dis plus jamais ça.